Oui, bonsoir Jamal, bonsoir à tous. Ouais, je me permets de poser une question générale, comme tu le dis. C'est quoi le but en fait de la formation? L'idée, c'est quoi en fait de cette formation? L'idée de cette formation, qu'en fin de ces 2 heures, vous auriez une synthèse de la méthode EBIOS RM, l'ADN de la méthode, comment elle est faite et elle sert à quoi, et une synthèse de chaque atelier de la méthode. OK. D'accord. Voilà, Ok, merci à toi. je t'en prie. Après, moi, ce que je préfère aussi, que à fur et à mesure que je synthétise la méthode, vous me posez les questions. Donc, je ne veux pas attendre à la fin. Ça va être interactif. Ça va être interactif. Vous me posez les questions par chat. Je préfère que ce soit par chat. Comme ça, moi, je regarde les questions et je réponds en même temps que je suis en train d'exposer la philosophie de la méthode. OK. D'accord, merci. Voilà. S'il y a d'autres questions. Euh, Bonsoir Jamel, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vas-tu, Adama? Ça va, merci, et toi-même. Alors, j'ai pu entendre qu'il y a une attestation à la fin de la science. Et quelles sont les modalités pour l'avoir? En principe, vous allez recevoir un lien où il y a le replay et il y a le support de présentation. D'accord, ok, OK? Voilà. ça, ça marche. Non, je parlais d'attestation, l'attestation L'attestation, c'est une attestation de formation que vous pouvez l'avoir qui est délivrée de OGSBC. Ça marche, OK? très bien. Merci. Je t'en prie. Si vous avez des questions d'ordre général sur la cybersécurité aussi, nous sommes tous, je pense, des collègues dans le domaine. Donc, n'hésitez pas de poser des questions en général, que ce soit sur la méthode ou autre, hein. On est là pour échanger avant tout, avant qu'on commence. Christophe, il est là. Christophe, bonsoir Christophe. Comment vas-tu Christophe? Ça fait très longtemps. Oui, bonjour Jamal. Oui, oui, je suis assez occupé à donner des cours dans les écoles d'informatique en France, mais ça va. Donc, je me suis Bah mis à écoute, reconnecter pour la partie EBIOS parce que je l'enseigne sur tout ce qui est risque management ok. et l'autre partie que je fais, c'est opportunité management. C'est la version miroir, mais plus positive. Eh bien, bienvenue Christophe. Donc, je présente Christophe rapidement. Christophe, c'est un des grands experts dans le domaine. Il a des qualités interpersonnelles irréprochables et c'est un formateur et un consultant et un collaborateur depuis très longtemps et un ami aussi. Merci Jamal, de même. Bon, au plaisir de te revoir en France où moi j'ai pas trop le temps d'aller au Maroc, mais je voudrais bien parce que il fait meilleur Oui, au Maroc qu'ici où je suis. Il pleut tout le temps et j'ai les pieds dans oui. l'eau. Bah, il faut que tu viennes. Mais cela dit, moi, je viens en France, mais très rapidement. Tu sais, par exemple, Oui, si je j'ai sais. 4 jours d'audit, je viens 5 jours. Tu vois, je viens les quatre, D'accord. je travaille, la cinquième, je retourne. Tu vois? Ok, ça marche. Ouais, on essaie de se voir un de ces jours. Oui, 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 oui. Bah, Parce ça que va venir. j'ai pas mal de choses que je suis en train de préparer, surtout sur on a parlé de la supply chain, tout ce qui est sécurisation via la blockchain, mais je vais m'attaquer au quantique, quoi. Ok, bah, on en parlera. On en parlera. D'accord? Très bien. Oui, Allez, je t'en prie. Bonjour, Monsieur Jamal. Bonjour, Bonjour. Jamal. Voilà, j'ai pas de questions d'ordre générique. Je saisis juste l'occasion pour vous souhaiter bonne année, hein. Après un mois Très de gentil. retard, mais toujours d'actualité aussi pour l'auditoire présent avec nous. Et puis, voilà, moi aussi, j'ai pas mal de notions là-dessus, mais c'est toujours l'occasion de rafraîchir et d'apprendre de nouvelles approches, de nouvelles méthodes. Et puis voilà, vous l'avez bien indiqué au début, ça serait bien pour plus de concentration, si on a d'éventuelles questions, de les faire parvenir via le chat. C'est bien ça. Voilà. Bienvenue, Mohamed. Merci. Essaye aussi d'approcher un peu ta bouche de micro parce que c'était un peu loin. D'accord. Et moi, je suis vieux en même temps. Donc, c'est les deux qui... Euh, donc, nous patientons encore un petit peu. Nous sommes combien? 41 personnes quand même, 41 participants.
On va faire en sorte que dans 3 minutes, nous commençons. Donc, ce qui va se passer, il y aura donc une présentation de l'entreprise rapide. Après, il y a ma collègue qui est experte en cyber et en analyse de risque, entre autres, qui va intervenir rapidement. Et puis, moi, je fais un zoom sur les ateliers. En fin de cette formation, ceux qui souhaitent demander une attestation de suivi de cette formation seront les bienvenus. Ben, on va la délivrer avec OJSBC signée de moi-même et elle sera à un coût raisonnable, très raisonnable, qui ne dépassera pas les 10 euros. OK? Bonsoir, Jamal. L- Oui, bonsoir Lamine. Euh, D'abord, merci pour cette opportunité que vous nous offrez pour avoir une vue d'ensemble sur la méthode de BIOS. Avec plaisir. Moi, ma question, c'est, comme vous l'avez dit, d'ordre général, ça rapporte un peu sur le SMSI. J'ai Euh, vu que pour faire Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, Lamine, pour la SMSI? le SMSI, vous faites l'ISO 27001. Oui, oui, j'ai pas entendu avant le SMSI. Qu'est-ce que tu as dit? Tu implémentes un SMSI? Ah oui, oui. Moi, Oui, ok, ok. j'implémente pas, mais j'ai une question dessus, quoi, en fait. Allez, go, go, go. Oui, oui, pose-moi Euh, la question. J'ai vu que Hmm. lors de l'implémentation de l'SMSI, bon, disons l'audit, la phase de l'audit, les auditeurs ils posent des questions pour voir s'il y a des documents en fait qui prouvent que l'SMSI il a été mis en place. Je Oui. crois bien. Maintenant, bon, dans la mise en place, dans l'implémentation de l'SMSI, il y a certaines étapes au fait. Donc, du coup, je ne sais pas si pour ces étapes-là, il y a des documents ou des livrables qui sont attendus par les auditeurs. Un exemple de partie, par exemple, on voit qu'il y a une phase d'amélioration continue de l'SMSI. Du Hmm, coup, pour hmm. cette phase, quel document l'auditeur peut demander, par exemple? Ok, c'est très large, mais je veux quand même synthétiser et je veux te répondre avec un grand plaisir le temps que les autres arrivent. Merci. Moi, je suis auditeur de certification ISO 27001 et ISO 27701. Donc, je fais de l'audit de certification et je travaille pour des organismes tels que MSECB ou autres. Donc, grosso modo, quand tu implémentes un SMSI, il y a deux phases d'implémentation. Il y a la phase conceptuelle, donc on conçoit le système de management de la sécurité de l'information, et il y a une phase où je le fais tourner, le SMSI, il fonctionne. Dans la phase conceptuelle, il y a des documents d'ordre stratégique. Par exemple, le périmètre du SMSI. Par exemple, la déclaration d'applicabilité. Par exemple, la politique de sécurité. Par exemple, le plan de traitement de risque. Par exemple, les objectifs de sécurité. Par exemple, les divers rôles et responsabilités. Par exemple, les diverses actions de communication. Par exemple, toutes les revues de direction et l'audit interne minimum une fois par an. Je ne suis pas exhaustif, je t'ai donné quelques exemples sur les documentations pour la conception du SMSI. Cela dit, une fois que tu fais tourner le SMSI, il y a autre type de documents qu'on les appelle des enregistrements ou des spécifications. C'est quoi un enregistrement? Un enregistrement, c'est un document, mais qui fait foi d'une activité que tu as mis en œuvre. Une spécification, c'est un document qui formule des exigences, comme des politiques, les divers politiques que tu vas mettre, politique de gestion des accès, politique de chiffrement, politique de télétravail s'il y a du télétravail, etc., etc. Il y a les plans d'action. Il y a pas mal de plans d'action que tu vas mettre en œuvre une fois que tu as la déclaration d'applicabilité. Dans la déclaration d'applicabilité, il y aura une liste des mesures de l'annexe A ou d'un autre référentiel, ou bien ils sont sélectionnés, ou bien ils ne sont pas sélectionnés. S'ils sont sélectionnés, on va dire pourquoi. S'ils ne sont pas sélectionnés, aussi, on va justifier. Supposons que tu as sélectionné sur les 93 mesures, 80 mesures. L'entreprise, elle est petite, 80 mesures. Ces 80 mesures, tu vas les implémenter. L'implémentation, il y a des plans d'action pour dire cette mesure sur quel risque il va répondre. Donc, dans cette implémentation, il y a des livrables, il y a des plans de test, il y a des plans projets. Tout cela aussi, c'est des documentations que l'auditeur, il peut les demander, entre autres. Ta question est très large. Pour synthétiser, des documents stratégiques et des documents opérationnels et tout document qui est imposé par le client sur lui-même et qui démontre que ce SMSI atteint ses objectifs. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Merci. Je t'en prie.
Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps qu'on se lance. Allez, go, go, go. Go, Lamia. Tu actives ton micro Oui, et tu partages, s'il te plaît, le support. je pourrais partager. Voilà, tu lèves ta voix un petit peu pour que nous tous on t'entende, Lamia. Oui. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session de formation en ligne. Je suis Lamia Je ne vois pas le partage. Est-ce que vous voyez le partage, les autres? Non, pas encore, monsieur Jamel. S'il te Oui, plaît, je le Lamia. vois très bien. Si, on le voit. Oui, Eh oui, ben, c'est moi qui ne le vois pas, c'est bon. donc. Moi aussi, je vois pas. On le voit bien. Ouais. Peut-être il faut du temps pour que ça arrive. C'était déjà en fait exposé depuis le début. Depuis le début de la présentation. Ok, ben écoutez, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ok, allez, go. Ça marche maintenant, ça marche. Maintenant, ça marche. Oui. Allez, go. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session de formation en ligne. Je suis Lamia Bakari, assistante administrative et commerciale chez OGSBC et votre modératrice pour cette formation. Cette session s'inscrit dans une série d'événements que nous avons lancés pour donner un aperçu essentiel aux professionnels du domaine sur les certifications en cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons explorer la certification EBIOS Risk Manager, une méthode d'évaluation et de traitement des risques numériques. Je suis ravie de vous présenter nos intervenants pour cette session. Monsieur Jamel Sed, directeur des opérations cybersécurité et intelligence économique chez OGSBC, et Madame Sheima Haroche, consultante en cybersécurité. Ils partageront avec vous leurs connaissances et leur expertise sur la méthode EBIOS-RM. Pour structurer notre présentation, nous aborderons les points suivants. La définition de la méthode EBIOS-RM, pourquoi l'EBIOS-RM, le principe général d'EBIOS-RM, la démarche et les risques d'EBIOS-RM, ainsi que Club EBIOS, et on terminera par un zoom sur les 5 ateliers d'EBIOS-RM avant de conclure notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main. Mais avant de passer la parole à nos intervenants, permettez-moi de vous présenter OGSBC. OGSBC est un cabinet de conseil d'audit. Un cabinet de conseil d'audit en cybersécurité délivre des services de gestion des infrastructures et de sécurité de l'information, délivre aussi des services de protection des entreprises d'intelligence économique, ainsi que des formations en cybersécurité auprès des professionnels de SI. OGSBC est un centre de formation agréé. On fait également de l'audit et certification, du conseil et analyse des risques. On propose un accompagnement personnalisé à nos clients et des solutions sur mesure pour protéger vos données sensibles et votre réputation. Nous offrons plusieurs formations en collaboration avec des organismes internationaux, PECB et EC Council. Pour nos formations certifiantes de PECB, on trouve la ISO 27005 Risk Manager, la ISO 27001 Lead Auditor, la ISO 27035 Lead Incident Manager et plein d'autres formations. Pour les formations EC Council, on propose plusieurs formations aussi, la Certified Chief Information Security Officer, Certified Cloud Security Engineer, Web Application Hacking and Security, etc. Pour plus d'informations, merci de visiter notre site web. Concernant les modes de formation, on propose 3 modes, en présentiel, en self-study et hybride. On a aussi des formations en ligne sur des plateformes comme Udemy, Fousière Cybersécurité Institute et Education. Beaucoup de partenaires nous ont fait confiance, comme Orange Cyberdéfense, le CNAM, l'Université Mondiapolis, Télécom Paris et bien d'autres. Je vous remercie de votre attention
Et je passe maintenant la parole à Madame Sheima Harouche. Merci beaucoup, Lamia. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Shaima, go, 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 Bonjour, go. Hmm. bonsoir à vous tous. Je suis Arouche Chaima, consultante en cybersécurité, protection des données à caractère personnel et conformité. Et je suis responsable de pôle conformité pour le compte de OGSBC. Je m'occupe voilà, des problématiques de violation de données, des questions sur les fondamentaux, les fondaments juridiques. Euh, je m'occupe des problématiques de violation de données, des questions sur les fondaments juridiques, des communications vers les régulateurs. Et aussi, je suis auditrice ISO 27001. Bien sûr, je suis certifiée ISO 27001 lead auditeur. D'ailleurs, je suis certifiée DPO aussi. Et dans le cadre de mes audits, je fais des audits ISO 27001 d'audit interne, je fais des analyses de risque, bien évidemment. Je fais de l'analyse de risque avec la méthode EBIOS-RM. Je suis également certifiée EBIOS-RM et certifiée ISO 27005. Et je mène depuis 4 ans maintenant des analyses de risque dans des différents contextes. Voilà. Je m'interviens également à Télécom Paris dans le cadre de Master Cybersécurité et Cyberdéfense sur le module conformité. Et j'interviens aussi pour le Master à l'École nationale des sciences appliquées, le Master Protection des données à caractère personnel, qui est à l'INSA à Marrakech. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la méthode EBIOS-RM. Il s'agit d'une méthode d'appréciation, une méthode de traitement de risque numérique, une méthode qui est conforme avec la norme ISO 27005 et qui s'intéresse surtout aux cyberattaques, donc les risques par, si on veut, les risques par malveillance. Et ben, cette méthode EBIOS-RM, pour expression des besoins et identification des objectifs de sécurité et risk manager, qui a été développée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité de l'information, avec le soutien du club EBIOS-RM, EBIOS, et n'est pas seulement une nécessité pour protéger, mais c'est aussi une nécessité pour respecter les exigences qui peuvent être légales, des exigences réglementaires, des exigences contractuelles. Donc, si nous regardons toutes les législations modernes, que ce soit le RGS, NIS 2, ou bien le RGPD, ou bien la loi de programmation militaire, ou DORA qui va venir, tous exigeant une analyse de risque. Donc, la gestion de risque, c'est pas seulement pour protéger, mais c'est aussi pour répondre à ces exigences réglementaires et pour pouvoir donc commencer à protéger nos systèmes d'information et globalement protéger nos actifs. Voilà. Donc, EBIOS répond à cela. Comment elle répond à cela? Eh ben, EBIOS, c'est une méthode participative. Vous allez voir. Lamia, tu passes sur l'autre slide, s'il te plaît. Oui, Shaima. Lamia, oui. Voilà, moi je regarde. Oui. Donc, on a dit que c'est une méthode. Oui, voilà, tu passes la slide parce que moi, je vois de mon côté. Voilà, restez sur le slide 12. Je t'écoute, on t'écoute. Voilà. Donc, on a dit que la EBIOS-RM, c'est une méthode, si on veut, participative. D'accord? Et on va voir les ateliers, les divers ateliers qui impliquent toute la partie prenante. Donc, c'est participatif et il va impliquer la direction. Vous allez voir l'atelier 1, il va impliquer le RSSI, il va impliquer des risk managers, il va impliquer des analyses SOC. Donc, c'est une méthode participative où toutes les parties prenantes internes ou bien
externe va être appliqué. Alors, si on veut, c'est une approche top-down, managérielle. C'est une compréhension et une responsabilité des risques partagés entre des décideurs et des acteurs opérationnels. Donc aussi, on est sur une méthode plutôt qui cherche l'efficacité, que l'exhaustivité, agilité. Et bien évidemment, on va surtout regarder les risques par cyberattaque. Donc les risques numériques par cyberattaque et on va prendre en considération l'écosystème. D'accord? Donc, vous voyez, sur ce pyramide, on a une méthode qui va opérer en top-down. Juste s'il vous plaît, vous m'arrêtez lorsque vous allez poser une question. Donc n'attendez pas à la fin. Vous me posez la question tout de suite. Il vaut mieux la poser par écrit, par chat. OK? Comme ça, on ne dérange personne. Donc, comme elle l'a dit par excellence, ma collègue Shaima, la méthode, en fait, moi j'ai travaillé avec la méthode EBIOS 2010. Avec EBIOS 2010, on était plutôt dans une philosophie forteresse. C'est-à-dire, on regarde le périmètre interne et on met des mesures avec une vision juste défensive. Maintenant, avec le changement de paradigme, avec une digitalisation globale, avec des attaques qui se font partout, avec des sophistications de l'attaque et du mode opératoire, la vision que nous avions avec la philosophie de la méthode version 2010 ne fonctionne plus. Donc, le paradigme a changé, et ben, la méthode doit évoluer et doit s'adapter à ce nouveau paradigme. Et tous les jours, nous avons des incidents. Le monde virtuel est devenu vraiment parallèle à notre monde physique. Donc, on a un monde numérique maintenant. Dans ce monde numérique, hélas, on n'a pas encore les règles que nous devons avoir. Donc, on n'a pas encore. Bon, ça se construit, hein, ça se construit, mais on est très loin de le construire d'une manière proche du monde physique. OK? Donc, il fallait, et nous avons commencé à réfléchir depuis 2016. On avait commencé à réfléchir à développer une nouvelle philosophie qui s'adapte au nouveau paradigme. Et donc, comme elle a dit par excellence Shaima, on a top-down, elle travaille top-down et elle répond surtout, la méthode des BioCRM, sur les cyberattaques, c'est-à-dire les actes malveillants sur les risques numériques. Ça, la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les parties prenantes sont impliquées, notamment et surtout les métiers. Direction, risk manager, RSSI, métier, analyste SOC, responsable d'un SMSI ou autre, ça dépend de l'objectif de l'analyse de risque. Sont impliqués, donc elle est participative, comme elle l'a dit par excellence. Elle est pédagogique, elle est agile. Elle est agile, pourquoi? Parce qu'elle va à l'essentiel. Elle va à l'essentiel. Une première itération assez agile, assez rapide pour sortir déjà un rapport qui parle. Et puis, on continue à faire d'autres itérations. Aussi, il y a double vision dans cette méthode. Il y a la vision offensive et la vision défensive. Avant, on était juste dans la défensive. Maintenant, on a cette vision, on se met dans la tête de l'attaquant. Donc, à fur et à mesure que je veux passer sur les ateliers, je veux vous montrer comment cette philosophie s'applique sur les divers ateliers. On va commencer par le premier atelier. Après, je parle de ça. On va commencer par le premier atelier. Donc, le premier atelier, il y a plusieurs activités. Eh ben, avant tout, c'est un projet. Analyser le risque, c'est un projet comme les autres projets. Il faut regarder l'objectif de l'analyse de risque. Pourquoi j'analyse mes risques? J'analyse mes risques pour répondre à une exigence réglementaire. Ça peut être le cas. Donc, je m'adapte. Je m'adapte à l'objectif. J'analyse mes risques parce que je veux implémenter un système de management de la sécurité de l'information. Je m'adapte. J'analyse les risques parce qu'il faut absolument que je réponds à une exigence contractuelle, etc., etc. Donc, je dois savoir avant tout le pourquoi de l'analyse de risque. En fonction de ça, peut-être, je décide
de ne pas décliner tous les ateliers. Supposons que mon objectif d'identifier les vulnérabilités techniques. Moi, je veux faire de l'analyse de risque juste pour identifier les vulnérabilités techniques. À ce moment-là, le premier, le premier atelier, l'atelier numéro 4, l'atelier des scénarios opérationnels me suffiront. Supposons que je veux connaître juste mon écosystème. Eh bien oui, l'écosystème est très important. Maintenant, on a une vision offensive-défensive. Et souvent, les attaquants ne passent pas directement. Ils ne nous attaquent pas directement, mais frontalement, mais ils passent par une partie prenante. Donc, peut-être j'ai besoin d'identifier cet écosystème avec les diverses parties prenantes de cet écosystème que j'ai des échanges avec eux et leur niveau de risque. Eh bien, je fais l'atelier 3. Par exemple, un, 2, 3. Je peux faire un, 2, 3. Vous voyez? Donc, en fin de compte, elle est modulaire. C'est une méthode qui reste modulaire. Moi, je veux supposer que nous, on va dérouler tous les ateliers. Donc, je vais parler sur tous les ateliers. Eh ben, le premier atelier, comme je l'ai dit, c'est la constitution de projet. Eh ben, c'est quoi le périmètre? C'est quoi l'objectif? Qui fait quoi? Les rôles et les responsabilités, les matrices RACI, les jalons clés. Les jalons clés. Et bien sûr, là, à ce moment-là, on a une vision et les participants changent d'un atelier à un autre. Le premier atelier, la direction doit être là. Les métiers qui sont très pénibles doivent être là aussi. On doit, avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de savoir-faire, de bienveillance, les faire adhérer à notre analyse de risque, chose qui n'est pas si évidente que ça, et c'est la première difficulté que vous allez avoir. Et puis, nous commençons les activités proprement dit. Les activités proprement dit, on va identifier les valeurs métiers les plus critiques qui me permettent d'atteindre mes objectifs business. C'est-à-dire, moi, je suis une entreprise qui fait de la vente en ligne. Je suis une entreprise qui fait de la fourniture du cloud. Je suis une entreprise qui fait du conseil. Eh bien, en fonction de ma mission, je veux identifier les valeurs métiers les plus critiques qui me permettent d'accomplir à bien ma mission. Ici, faites attention, dans la philosophie de cette méthode, on est plus dans l'efficacité et pas dans l'exhaustivité. Agilité, toujours penser agile. On est plus dans l'efficacité, l'agilité que l'exhaustivité. Et c'est pourquoi je vous conseille vivement de ne pas dépasser pour une première itération 5, 7 valeurs métiers. 5, c'est une bonne base. Si vous voulez aller jusqu'au 7, ce n'est pas grave. Donc, si vous voulez aller jusqu'à 10, ce n'est pas la fin du monde. Mais ça va alourdir quand même le déroulement de tous les ateliers et le travail dans son entier. Essayez d'être plutôt agile. Donc, on va identifier 5 valeurs métiers. Et pour chaque valeur métier, je veux identifier 1, 2, voire 3 événements que nous redoutons. Faites attention, l'atelier 1, c'est une vision défensive. Donc, c'est moi, la direction, qu'est-ce que je redoute? Donc, je prends une valeur métier et je dis, voilà, par exemple, j'ai des données de recherche et développement. Eh bien, ce que je redoute, c'est la divulgation de ces données recherche et développement. Eh bien, supposons que c'est un événement redouté, j'essaie d'apprécier que si jamais cet événement redouté devient une réalité, c'est quoi le niveau de gravité que je veux avoir? Est-ce que c'est très grave? Est-ce que c'est moyennement grave? Quel niveau de gravité? Eh bien, je regarde les divers types d'impact. Peut-être j'aurai un impact opérationnel, j'arrive plus à travailler. Peut-être j'aurai un impact réglementaire. Dans ces données, peut-être il y a des personnes incluses dans ces données. On les voit, par exemple, par rapport à une réglementation GDPR ou LIL, Loi informatique et liberté. Il y a peut-être aussi un impact financier, parce que j'ai perdu un savoir-faire, etc., etc. Donc, je regarde toutes ces catégories d'impact et j'attribue un niveau de gravité. Donc, chaque valeur métier, quelques événements redoutés, et pour chaque événement redouté, un niveau de gravité. Par la suite, je commence à déterminer mon socle de sécurité. C'est quoi le socle de sécurité? Le socle de sécurité, il ne faut pas le négliger, parce qu'une entreprise, même si elle ne croit pas qu'elle a mis en place des mesures, elle a quand même mis quelque chose. Donc, on fait ce qu'on appelle un gap analysis. C'est un mini-audit. C'est un mini-audit. On regarde, voilà, de l'ISO 27002, par exemple, des 93 mesures de l'ISO 27002, peut-être j'en ai mis une dizaine de mesures. Je les recense.
peut-être par rapport à une réponse à une réglementation, NIS 2, ou si je suis un opérateur d'importance vitale, LPM, ou si je suis une collectivité territoriale, RGS, etc., j'ai mis des mesures. Je les recense. Peut-être aussi, je suis inspiré d'une norme internationale comme l'ISO 27001. Et aussi, je regarde les mesures que j'ai prises. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je recense toutes ces mesures, mais cela ne suffit pas. Je regarde si ces mesures sont implémentées d'une manière efficace ou s'il y a un écart par rapport à l'implémentation de ces mesures. Un des points forts, c'est que s'il y a un écart, je commence tout de suite à traiter cet écart. Un des points forts de la méthode des BioSRM, je vais vous le démontrer pendant tous les ateliers. Dans l'atelier 1, on a un traitement. Dans l'atelier 3, on a un traitement. Dans l'atelier 4, on a un traitement. Et dans l'atelier 5, on a un traitement. C'est un point fort de la méthode. OK? Donc, je peux commencer dès maintenant à regarder les écarts, à mettre des plans d'action pour corriger, mener des actions correctives et de correction et corriger cet écart. J'ai terminé l'atelier 1. Combien de temps il faut l'atelier 1? Ça dépend de combien de ressources nous avons et combien est la limite du périmètre. En fonction de ces deux, je peux savoir combien il me faut de temps pour l'atelier 1. On passe à l'atelier 2. Est-ce que quelqu'un a une question sur l'atelier 1? Monsieur Jamel, si vous me permettez, Oui? il y a des questions. Oui, allez, go, go, go. Oui? Moi, je ne C'est vois pas. Monsieur Oui? Jamel. Oui? Bonjour. Focus sur les cybermenaces. Qu'en est-il des autres menaces autres que les cyberattaques menaçant notre SI? C'est la première question, je pense. Répète la question, je n'ai pas capté, s'il te plaît. Focus sur les cybermenaces. Qu'en est-il des autres menaces autres que les cyberattaques menaçant notre SI? Oui, donc je vais te répondre, Jamal. Jamal, c'est le socle de sécurité. Le socle de sécurité que nous avons mis, normalement, il est générique. Il va répondre des scénarios de risque par erreur, des menaces qui peuvent venir de l'environnement et de n'importe quel autre type de menace qui n'est pas malveillant et sophistiqué. Lorsque je commence à développer l'atelier 3 et l'atelier 4, là, je veux venir challenger, je veux venir casser le socle de sécurité. C'est-à-dire, moi, dans mon socle de sécurité, j'ai pensé à ce type de risque. Mais la méthode opère à partir de scénarios stratégiques et de scénarios opérationnels pour casser ce que j'ai mis. Et c'est pourquoi, et c'est une super bonne question, la méthode des BioSRM, je ne peux pas l'appliquer s'il n'y a rien qui est dans l'entreprise, s'il n'y a aucune mesure, aucune réponse réglementaire. Eh bien non, je mets le socle, après j'applique la méthode. Ça, c'est pour la première question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a une autre question de M. Ayman Nasser. Oui. Vous avez mentionné que la méthode EBIOS 2010 ne fonctionne pas. Quelle version est-ce? Ce n'est pas une question qu'elle ne fonctionne pas. Non, j'ai dit elle n'est plus adaptée à notre paradigme actuel. La méthode EBIOS 2010, je ne la dénigre pas. J'ai travaillé pendant très longtemps sur l'EBIOS 2010, mais à un moment donné, l'environnement a changé. La menace a changé. Les échanges, les flux d'échanges sont plus digitalisés. Il y a Corona qui est venu, qui a accentué cette digitalisation. Et donc, elle n'est plus adaptée. Elle n'est plus adaptée. Et donc, on est avec la EBIOS RM, Risk Manager. La dernière mise à jour qui a été faite sur la méthode, c'était en mars 2024. Autre question? Non. Il y a d'autres questions? On a une autre question. Allez, go. Le socle de sécurité pourrait-il être EBIOS 2010 avec les guides ainsi? Oui, oui, Marie, bravo. Là, je viens de voir les questions. Oui, ça peut être. Bravo, c'est ce que je préconise moi. Allez avec EBIOS 2010 pour le socle et après montons pour attaquer ce socle. Oui, Marie, je suis pour. Je suis pour, sachant que EBIOS 2010 n'est plus supporté par l'ANSI. OK, maintenant EBIOS RM. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit sur EBIOS 2010, n'hésite pas de me contacter. J'en ai travaillé plusieurs années sur EBIOS 2010. C'est M. Lamine. La question de M. Lamine. Dans l'atelier 1, quelle est la place des référentiels? OK. Pour les référentiels, ou bien
c'est des référentiels ou, entre guillemets, des réglementations obligatoires, ou bien des référentiels volontaires, ou bien des référentiels d'exigence. Je m'explique. Ou bien ce sont des exigences réglementaires, par exemple le RGPD, la Réglementation générale de protection des données, elle exige dans son article 32 la sécurité de traitement. Elle exige dans son article 35 un PIA, un Privacy Impact Assessment. Elle exige dans l'article 5, dans les principes de traitement, la confidentialité et la disponibilité. Donc, elle va impliquer des mesures de sécurité sur lesquelles je dois répondre. Eh bien, je les mets en place. Maintenant, peut-être le référentiel, c'est l'ISO 27001. Eh bien, l'ISO 27001 aussi implique des mesures de sécurité, ou bien qui sont dans l'annexe A, 93 mesures, ou bien, pourquoi pas, ne pas aller sur le NIST, le National Institute and Standard Technology, la spéciale publication 800-53. Aussi, on peut piocher et on peut mettre. Donc ça, ces référentiels impliquent des mesures de sécurité. C'est pour ça qu'on les met ici. Mais peut-être lorsque moi j'ai mis ces mesures de sécurité, j'avais un écart. Donc je commence à traiter pour corriger l'écart. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok, allez, go, 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 on passe à l'atelier Monsieur 2. Christophe a partagé la version offerte par l'ANSSI en chat, sur chat. Ok, merci beaucoup, Christophe. Merci, cher Christophe. Voilà, j'ai un assistant qui m'aide. Merci, merci. Très bien. Donc maintenant, on va commencer l'atelier 2. L'atelier 2, c'est une vision plutôt... L'atelier 2, c'est une plutôt vision offensive. Je dis, qui peut m'attaquer? Donc, un minimum d'hygiène de sécurité avant d'appliquer la mesure. Un maximum d'hygiène et pas un minimum. Un maximum, le maximum que tu peux mettre. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, que tu mettes ce maximum et tu viens le casser. C'est ça l'objectif. OK? Voilà. Donc, l'atelier 2. L'atelier 2, c'est quoi? L'atelier 2, on va venir, on va dire, nous, on est une ambassade. Qui peut venir nous attaquer? Je peux penser, par exemple, à un État. À un État. Pourquoi faire? Je peux penser parce qu'elle veut avoir un avantage stratégique. Ou je peux penser à un État parce qu'elle veut saboter. Peut-être je suis un centre de formation. Un centre de formation, je peux penser à un concurrent. Peut-être il veut exfiltrer mes supports de formation. Je suis un fournisseur du cloud. Je peux penser aussi à un concurrent qui veut dégrader ma qualité de service, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour que vous compreniez que ici, la source de risque et leur objectif visé est intimement lié à mon activité. Je suis un BDA. Je fabrique des missiles. Eh ben, qu'est-ce qu'il va venir foutre chez moi, le activiste qui veut défendre les animaux? Il n'a pas à foutre chez moi. Par contre, je suis un laboratoire de recherche sur les animaux. Celui-là, il peut s'intéresser à moi. Lier intimement l'activité que vous avez, l'attractivité de votre activité par rapport à la source de risque et son objectif visé. Ici, pourquoi pas, dans quelques cas spécifiques, ne pas mettre en place une cellule de veille stratégique? On regarde, on surveille qu'est-ce qui s'est passé chez d'autres entreprises qui ont pratiquement la même activité que nous, etc., etc. Il y a un travail ici à faire. OK? Donc, on regarde la source de risque et on regarde cette source de risque. C'est quoi son objectif? Et on regarde cette source de risque, quelles sont ses ressources? Quelles sont ses motivations? Quel est son mode opératoire? Pourquoi elle peut être attirée par nous? Et on met en place une matrice de pertinence pour sélectionner la liste des sources de risque objectivisées la plus pertinente. Un conseil pour une première itération, restez entre 3 et 6
sources de risque objectifs visés. Pourquoi? Parce que ces sources de risque et objectifs visés seront les premiers constituants des scénarios stratégiques. Et normalement, je ne dois pas faire énormément de scénarios stratégiques au début. C'est-à-dire ce qui est préconisé, pour chaque source de risque objectif visé, je fais un scénario stratégique. On va en parler dans l'atelier 3. Ici, ce que je fais moi aussi en fin de cette étude, je consolide mon travail. Comment je consolide mon travail? Supposons, j'ai trouvé ici, dans ce cas, une source de risque, quelqu'un qui veut défendre la cause animale. Son objectif visé, saboter ou divulguer mes données recherche et développement pour me causer préjudice financier, entre autres. Donc, à ce moment-là, je consolide mon étude. Je mets la source de risque que j'ai, qui est l'activiste qui défend la cause animale. Il veut me saboter ou me causer préjudice ou perturber la production ou autre, quoi que ce soit. Hein. Moi, ce qui m'intéresse ici, je lis cette source de risque objectif visé à l'événement redouté. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour hériter le niveau de gravité lorsque cette source de risque atteint son objectif visé. C'est quoi l'impact sur moi? Eh bien, c'est le niveau d'impact que je l'ai apprécié sur l'événement redouté qui match avec cette source de risque. Et là, j'aurai source de risque, objectif visé, quel est l'événement redouté qui est en lien et quel est le niveau de gravité. C'est les premières constitutions de mes scénarios stratégiques dans l'atelier 3. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. OK? Euh, Là, on n'est pas sur Octave. Là, non, on n'est pas sur Octave. Non, oui, oui. C'est pas sur les actifs. Bien sûr, on va prendre les actifs en support. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le besoin en DCIP de nos valeurs métiers. Les valeurs métiers, c'est quoi? C'est ou bien des activités, ou bien des processus, ou bien des data. Donc, ils ont un besoin en disponibilité, un besoin en confidentialité et un besoin en traçabilité parfois. Bien sûr, ces valeurs métiers se traitent sur des biens en support, se traitent sur un système d'information, sur des serveurs, sur des équipements réseau, ça c'est sûr. Hein? Donc, nous, ce qui nous importe, c'est ces valeurs métiers. Donc, si vous voulez, chaque événement redouté, on l'apprend par valeur métier. Et bien évidemment, les valeurs métiers se traitent sur un bien en support. Est-ce que sur cet atelier, je suis dans la synthèse, hein, je suis en train, donc pour synthétiser cet atelier, qui peut nous attaquer? On peut catégoriser qui peut nous attaquer, un État, un activiste, un cyberterroriste, un partenaire ou un concurrent plutôt qu'un partenaire parce que le partenaire, on lui fait confiance, ou un hacker ou n'importe qui peut nous attaquer. Pourquoi faire? Et la pertinence de cette liste. En général, on fait une liste primaire et une liste secondaire qui hérite des mesures. Donc, dans la liste primaire, entre 3 et 6 sources de risque objectivisées. Allez, go. Et on fait la consolidation, comme je vous ai dit, vers les événements redoutés sur les valeurs métiers pour qu'on hérite le niveau de gravité. Et là, on passe à l'atelier 3. Donc, On si a une vous me posez... question, Monsieur Jamel. Oui, C'est Monsieur Faisal Aliwa. Identifier les acteurs c'est malveillants ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. et Les le sources but de de cette risque, justement, ça peut être un État, ça peut être un hacker, ça peut être un concurrent. Oui, identifier les malveillants. Identifier les malveillants, c'est ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit, lorsque la source d'un risque est très discrète ou sophistiquée, quelles méthodes et approches permettent d'identifier avec précision son origine et ses motivations? Ayman, c'est là où l'intelligence économique entre. Des cellules de veille stratégique et des cellules de l'intelligence économique entrent dans l'affaire. Ça, c'est un autre sujet sur lequel j'ai travaillé à l'école militaire pendant 1 an. À l'école militaire à Paris, j'ai travaillé sur ce sujet 1 année. Donc, je ne peux pas l'évoquer ici, mais c'est un field à part. Vraiment, c'est autre chose. Okay? C'est autre chose. Et ça, on le fait pour une multinationale, pour un opérateur à importance vitale. On ne va pas la faire pour n'importe qui parce que ça coûte. Ça coûte en temps, en énergie, en argent, en logistique. Okay?
La mine, lorsque tu vas prendre une source de risque objectif visée, elle va viser une valeur métier. Je l'ai dit, on va la faire matcher avec une valeur métier et on va comprendre c'est quoi l'événement sur la valeur métier qui match avec la source de risque et on va hériter le niveau de gravité. Oui, oui, threat intelligence, veille, tout ça, oui, il y a pas mal d'outils qu'on peut faire. Ok. Très bien. Maintenant, je veux passer à l'atelier 3. Dans l'atelier 3, j'ai plusieurs activités. La première activité, et il faut être très vigilant dans la première activité, c'est d'identifier sur une première liaison, j'insiste sur une première liaison, mon écosystème. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir le sous-traitant, le sous-sous-traitant et le sous-sous-sous-traitant. Non. On reste sur une première liaison. C'est mon périmètre qui va être défini maintenant. En fait, la définition du périmètre dans l'atelier 1 n'est pas complète. C'est le périmètre qui va être défini ici parce qu'on a des liens et des flux avec les diverses parties prenantes de mon écosystème. Obligatoire, souvent, statistiquement parlant, les attaques passent plutôt par l'écosystème qu'en frontal. En frontal, ils ont moins de chances de réussir. En frontal, si on a mis les mesures qu'il faut, ben, ils ne vont pas aboutir à l'objectif visé. Par contre, s'il y a dans notre partie prenante un maillon faible, probablement l'attaquant va passer par ce maillon faible pour nous attaquer. Donc ici, on a une vision offensive. Une vision offensive. La première chose, je construis la cartographie de mon écosystème. Je prends avec qui moi j'échange, j'ai un flux. J'ai le partenaire, j'ai le client, j'ai l'institut, j'ai un étage. Toutes les parties prenantes dans mon écosystème que j'échange avec elles, j'essaye de l'identifier en un premier lieu. Je peux les catégoriser et après, je dois identifier leur niveau de menace. Identifier leur niveau de menace, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je veux connaître celui qui est le maillon faible dans mon écosystème et qui, l'attaquant, peut l'utiliser en passant par lui pour m'attaquer. Et à ce moment-là, il faut calculer ce qu'on appelle le niveau de menace. Le niveau de menace dépend de 4 paramètres. Ce n'est ni coranique ni biblique. Si vous voulez ajouter autre paramètre avec du bon sens dans votre contexte, faites-le. C'est le supply chain, bien sûr. L'écosystème, c'est le supply chain, bien sûr. Donc, on va en parler par la suite. Donc, c'est le supply chain. L'écosystème, c'est la chaîne d'approvisionnement. Donc, on va regarder le niveau de menace, on va regarder la dépendance qu'on a avec cette partie prenante, la pénétration qu'on a avec cette partie prenante, on va regarder la maturité cyber de cette partie prenante et on va regarder la confiance qu'on accorde à cette partie prenante. La dépendance par la pénétration divisée sur la confiance par la maturité cyber va nous donner le niveau de menace. Là, il ne faut pas coter à la légère. Là aussi, peut-être une veille et une surveillance doivent se faire. C'est-à-dire, la pénétration, c'est quoi? La pénétration, c'est quel est l'accès qu'il a, cette partie prenante, sur mon système d'information. Est-ce que c'est un accès utilisateur, poste de travail? Est-ce que c'est un accès administrateur, serveur? Est-ce que c'est un accès sur la plateforme? Est-ce que lui, il gère toute ma plateforme? Donc, il y a une cotation de cette pénétration dans mon système d'information en fonction de type d'accès qu'il a. Après, on va regarder la dépendance. Est-ce que ce partenaire ou cette partie prenante, si elle n'est plus là, j'ai l'alternative ou je n'ai pas l'alternative? Est-ce que pour trouver l'alternative, c'est facile? Est-ce que ma relation avec lui, elle est exclusive? C'est les questions à se poser. J'ai un fournisseur du cloud et s'il tombe, je tombe. La dépendance est énorme. J'ai un fournisseur du cloud, s'il tombe, je peux permuter à un autre fournisseur du cloud. La dépendance est moindre. Vous voyez? Donc la dépendance, on va aussi le coter. Et puis on va regarder la maturité cyber. La maturité cyber, c'est quoi? Comment il gère sa protection et sa sécurité.
Est-ce qu'il est en mode réactif? Est-ce qu'il est en mode proactif? Est-ce qu'il est en mode systématique global? Est-ce qu'il a une certification? Est-ce qu'il répond aux exigences normatives? Est-ce qu'il répond aux exigences réglementaires? Donc, cela peut se faire à travers des rapports d'audit que lui, il a fait ou nous, rien ne nous empêche de lui demander un audit second partie, un audit externe pour connaître ses pratiques en termes de maturité et fiabilité cyber. Et puis, le dernier paramètre qui est le plus difficile, c'est la confiance. Euh, Comment définir, identifier les dépendances? Je l'ai expliqué. La dépendance, c'est est-ce qu'il y a l'alternative? Est-ce que la relation est exclusive? Est-ce que c'est difficile d'avoir ou de ne pas avoir l'alternative? C'est comme ça. C'est dans cette réflexion. Faisal, on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé sur les chemins d'attaque. On va en parler. Pour le moment, je ne parle pas de ça. Pour le moment, je suis juste en train de dire, je cartographie mon écosystème et les parties prenantes et j'essaye d'attribuer et d'apprécier un niveau de menace. Après, on va en parler de ce que tu racontes. OK? C'est vrai ce que tu dis, mais je ne suis pas encore arrivé là. Donc, bien sûr, Christophe, justement, c'est pour ça on a cette vision. Il a dit, Christophe, quelque chose de très intéressant. Afin de savoir défendre, il faut savoir attaquer afin de mettre en place les moyens et connaître les risques. Donc, justement, c'est pour ça que j'ai mis, là, on est en vision offensive. Comment on va se faire attaquer? On va se faire attaquer pour défendre par la suite. OK? Donc, pour traiter. Donc, ici, on a attribué le niveau de menace. On était sur les trois premiers paramètres. Le quatrième paramètre, la confiance. La confiance, moi, j'y crois pas trop. La confiance, écoutez, pour la confiance, la cotation ne doit pas se faire à la légère. Il faut regarder l'historique de la partie prenante. Il faut regarder si nos intérêts se croisent ou ne se croisent pas. Par exemple, s'il tire sur moi, est-ce qu'il tire sur lui en même temps ou pas? Pas mal de réflexions se font sur la confiance pour coter le paramètre de la confiance et avoir le niveau de menace qui est dépendance par pénétration divisé sur la maturité par la confiance. Nous avons identifié maintenant toutes les parties prenantes et nous avons apprécié le niveau de menace de toutes les parties prenantes. Ici, on essaie d'être exhaustif. Je parle pour la première liaison. Hein. Dans notre écosystème, première liaison, on essaie d'être exhaustif pour ne pas oublier un maillon faible. On dispatche sur un radar. Je me rappelle très bien, j'ai travaillé avec l'ANSSI sur la méthode et il y avait un marin. Et il a dit, on va mettre ça sur un radar. Il est un marin, il veut le mettre sur un radar. Pourquoi pas? On a une belle vision. Donc, on met cela sur un radar et on met plusieurs zones. On met une zone de veille, une zone de danger. On met plusieurs zones. En général, on a trois zones. Donc, zone de contrôle, zone de veille, zone de danger. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus si vous voulez changer la granularité. Maintenant, on dispatch. Et là, on commence, comme il a dit notre collègue Faisal, c'est là on va commencer à imaginer nos scénarios stratégiques et les divers chemins d'attaque. Faites attention ici. Les scénarios stratégiques vont se créer de quoi? Des sources de risque et leurs objectifs visés sur la valeur métier et de la partie prenante ou des parties prenantes les plus menaçantes. Donc, je préconise trois chemins d'attaque, mais peut-être j'ai trouvé quatre parties prenantes très critiques. À ce moment-là, je préconise qu'on met les quatre parties prenantes les plus critiques et on aura quatre chemins. On aura cinq chemins d'attaque. Toujours les parties prenantes plus un. Pourquoi il y a le plus un? Il y a le plus un parce que je néglige pas aussi une attaque en frontale. Donc, scénario stratégique, source de risque, objectif visé, quelle valeur métier,
j'ai trois parties prenantes critiques, je mets les trois parties prenantes critiques. Et j'ai quatre chemins d'attaque. Je dis l'objectif, le source de risque, il va attaquer en frontal. Le source de risque, il va passer par la première partie prenante qui a un niveau de menace très haut, ou par la deuxième, ou par la troisième. Donc là, j'ai le scénario stratégique avec plusieurs chemins d'attaque. Un point d'attention. Un point d'attention. Le niveau de gravité, ici, est hérité du socle de sécurité. Lorsqu'on a défini des événements redoutés sur les valeurs métiers avec qui ils matchent, c'est-à-dire le scénario stratégique, j'ai apprécié son niveau de gravité qui vient de l'atelier 1. Supposons la source de risque, elle va attaquer les données recherche et développement pour les divulguer. Un événement redouté qui est divulgation des, événements, des données recherche et développement, je l'ai attribué 3 le niveau de gravité, et bien ce scénario, il va hériter le niveau 3. J'ai un des constitutions de risque. La criticité de risque vient de quoi? Vient de niveau de gravité et de niveau de vraisemblance. J'ai le niveau de gravité. Ça y est. Faites attention. Quoi qu'il soit le chemin d'attaque, le niveau de gravité est le même, l'impact est le même. Qu'il passe par le balcon, ou il passe par le toit, ou il passe par les voisins pour voler mon PC, eh bien, l'impact, c'est il a volé mon PC, c'est le même. Donc, les chemins d'attaque ne vont pas jouer sur le niveau de gravité. Par contre, les chemins d'attaque vont jouer sur le niveau de vraisemblance de l'atelier 4 que je veux l'évoquer tout à l'heure. Regardez la méthode, comment elle est belle. Regardez comment elle est facile. Et regardez comment elle est efficace. Dès que je termine, donc, supposons que j'avais 3 sources de risque, 3 objectifs visés, je fais 3 scénarios stratégiques. En fonction du niveau de menace des parties prenantes, je peux avoir plusieurs chemins d'attaque. Il ne faut pas que je fasse beaucoup. Je termine ça, et là, je traite. Dans l'atelier 1, j'ai traité les écarts. Dans l'atelier 3, qu'est-ce que je traite? Je traite le niveau de menace des parties prenantes pour jouer sur comment va passer le scénario stratégique. Je peux dire, voilà, toi, un niveau de menace très haut, ta fiabilité cyber, elle est basse, je t'impose un ISO 27001. Je t'impose une analyse de risque tous les 6 mois. J'arrête le contrat, je ne veux plus bosser avec toi. J'impose que les équipements, lorsque tu viens chez moi, tu utilises des équipements accrédités, c'est moi qui va te les donner, etc., etc. Il y a beaucoup de mesures de l'ordre de gouvernance et il y a des mesures techniques, chiffrement entre autres, cloisonnement, tout ce que vous voulez. Là, on a fait aussi de traitement. Atelier 1, on a fait le traitement dans le socle pour les écarts. Atelier 3, on a fait le traitement pour les parties prenantes, le niveau de menace pour le baisser. Je passe à l'atelier 4. Avant de passer à l'atelier 4, bien sûr, je suis en synthèse. La formation EBIOS-RM, c'est une formation que je la dispense sur 2 jours, avec une certification après. Là, je vais faire 2 heures, donc je vais vraiment à l'essentiel. Si vous avez des questions, dites-les moi avant que je commence. Voilà, ça c'est une schématisation. Avant que je commence l'atelier 4. Allez, go. Il y a une question de M. Ayman Nasser. Oui. Les scénarios stratégiques des bio-CRM sont-ils liés à la cyber kill chain Non, du tout. pour gérer les risques? Les scénarios opérationnels sont liés au cyber kill chain, mais pas les scénarios stratégiques. OK? Donc, tout à l'heure, je parlais des scénarios opérationnels et ils sont liés à la cyber kill chain. Oui, mais les scénarios stratégiques, on n'a pas à parler de la cyber kill chain. Autre question. Monsieur Lamine, dans l'exemple de scénario stratégique que vous avez donné, c'est la RD qui est la partie partenante vulnérable. Non, non. Le recherche et développement, c'est une valeur métier. Le recherche et développement, ce n'est pas une partie prenante vulnérable. Mais peut-être, je vais te donner un exemple. Peut-être, dans le cadre de mes recherches et développement, moi j'ai une entreprise. Dans le cadre de mes recherches et développement, il y a une partie de ces données recherche et développement que je les donne à un laboratoire pour des tests spécifiques. Et peut-être, ce laboratoire, son niveau de menace est haut. Et bien, cette partie prenante de mon écosystème peut être attaquée par la source de risque
pour prendre ces recherches et développement directement le laboratoire où j'ai mis ces données. Donc faites attention, la recherche et développement, c'est une valeur métier. Une partie prenante qui traite ces valeurs métiers dans mon écosystème peut être à un niveau de menace assez haut et l'attaquant, la source de risque, peut passer par ce maillon faible pour m'attaquer indirectement. Autre question. La dernière question qu'on a. Je vais vous envoyer mon RIB après. Hein. Faites attention, les 40 personnes qui sont là ou les 50, je vais vous envoyer mon RIB. Hein. Chacun, il met ce qu'il veut, 1000 ou 2000 euros, comme vous voulez. 1000, c'est bon, 2000, c'est encore mieux. Allez, posez des questions si vous avez des questions. Non? OK. Là, le Cyber Kill Chain va travailler. Oui, c'est là où va travailler le Cyber Kill Chain. Juste une chose, pour l'atelier, pour l'atelier 4, un conseil, amener des vrais experts, des analystes SOC, des pentesters, des hackers. Parce que l'atelier 4, c'est pas à la légère. Ça se fait pas à la légère. C'est pas, oui, je veux mettre Mitre attaque, je veux avoir une première étape, deuxième étape, troisième, quatrième, et je fais n'importe quoi. Théoriquement, je peux faire n'importe quoi, mais dans la vraie vie, je n'ai pas le droit, d'autant plus si je suis en train de mener cette analyse dans une organisation assez sensible. Payez le prix un conseil. Payez le prix pour l'atelier 4. Pour toutes les personnes qui sont décideurs ici, je vous conseille, amener des vrais experts pour l'atelier 4, parce que j'ai eu l'expérience. Hein? J'ai eu l'expérience. Donc moi, personnellement, je n'ai pas assez de compétences pour mener moi-même l'atelier 4. Je sous-traite. Je sous-traite et avec des vrais experts et pas avec n'importe qui. Et ça me coûte, mais ça me rapporte. C'est un super bon investissement. Donc là, on va passer. Ça, c'est un exemple. De toute façon, vous auriez le support. Hein? Là, on va passer au scénario opérationnel. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Les chemins d'attaque, quoi qu'il soit le chemin d'attaque, oui, tu peux, Jamal. Si l'objectif, si l'objectif de ton étude et ton analyse de risque, c'est juste d'identifier les vulnérabilités techniques de tes biens supports, tu peux faire juste l'atelier 4. Oui, tu peux. La réponse est oui, tu peux. Okay? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà. On a dit que les scénarios stratégiques, n'importe quel chemin d'attaque, le niveau de gravité est le même. Par contre, la vraisemblance n'est pas la même. Pourquoi? Parce que, en fonction des mesures que j'ai mises en place et en fonction des vulnérabilités qui sont dans mes biens supports, faites attention. Les biens en support, on parle de leur vulnérabilité et les actifs informationnels ou les valeurs métiers, on parle de leurs besoins en DCIP. Je ne veux pas entendre autre que ça. Hein. J'en ai entendu autre, j'avais la tête dans les fesses. Non. Les vulnérabilités concernent les biens en support. Les valeurs métiers, on ne parle pas de leur vulnérabilité, on parle de leurs besoins en disponibilité, de leurs besoins en confidentialité, leurs besoins en intégrité et peut-être en traçabilité. Mais les vulnérabilités, ça concerne les biens en support. Donc, en fonction des mesures que j'ai mises en place et en fonction des vulnérabilités sur les biens en support sur lesquels la menace va s'appuyer, je peux avoir des modes opératoires beaucoup plus simples que d'autres. Donc, difficulté technique basse, fréquence de passage haute, vraisemblance haute. Difficulté technique très haute, passage ou fréquence bas, eh ben, vraisemblance très bas. Donc, en fonction de ces actions élémentaires, en fonction de sa technicité, en fonction de ses ressources et en fonction des mesures qui sont en place, je peux identifier la vraisemblance d'un mode opératoire, d'un scénario opérationnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais prendre un chemin d'attaque. Ce chemin d'attaque peut avoir plusieurs modes opératoires.
Je vous explique. Il est entré par le balcon qui est là pour voler mon PC portable. Oui, j'explique, hein, j'explique. Il est entré par le balcon pour venir voler mon ordinateur portable. Peut-être, peut-être, il avait, lui, des croches. Il a croché sur le mur, il est monté, et il avait peut-être dans ses sabots des éponges, donc je ne l'ai pas entendu. Et peut-être il avait un truc laser, et il a cassé le vitre avec le truc laser, et il est entré. Je ne l'ai pas détecté, je ne l'ai pas détecté, et il est entré très facilement. Mais peut-être, c'est pas du vitre ce qui est là. Peut-être ce qui est de là, c'est du métal. Et peut-être le balcon, il y a aussi, sur le balcon, il y a un cache métallique. Le mec, il va se dire, mais pourquoi je passe par là? Moi, je ne passe pas par là. Parce que s'il va passer par là, ce sont des mesures qui vont le... Ou bien il va être détecté, ou bien il aura beaucoup de difficultés à les dépasser. Donc il va se dire, ah ben, à ce moment-là, moi, au lieu de passer par là, peut-être je vais passer par la fenêtre. Le mec, il est au rez-de-chaussée, ou le mec, il est au premier étage et la fenêtre est ouverte. Vulnérabilité. Eh ben, il va regarder là où il y a une vulnérabilité, il va passer. Là, la vraisemblance est très haute. La vraisemblance pour le premier mode opératoire avec toutes les actions élémentaires est beaucoup plus bas que la vraisemblance qu'il passe par la fenêtre. La fenêtre est ouverte ou la fenêtre est en verre et il peut mettre un escalier, il peut entrer. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire, chaque chemin d'attaque peut avoir plusieurs modes opératoires. Et chaque mode opératoire peut avoir plusieurs actions élémentaires. Il faut absolument savoir deux choses. La première, quelles sont les mesures sur place? Mesures défensives, mesures offensives, mesures protectrices, mesures de résilience, toutes les mesures par type et par fonction. Et quelles sont les ressources et quelles sont les compétences de la personne. Donc, on essaye, nous, dans l'atelier 2, d'avoir une idée sur lui. Et donc, en fonction de ça, on va dire, OK, on a un scénario stratégique avec trois chemins d'attaque. Sur ce chemin d'attaque, la difficulté, elle est grande et la fréquence est basse. Donc, la vraisemblance est basse. Sur ce chemin d'attaque, par contre, on n'a pas mis beaucoup de mesures. Et bien, probablement, toujours une vision offensive, hein. Je pense comme lui, il pense. Le hacker, il va attaquer. Donc, il pense comme un hacker, tu vois. Donc là, on n'a pas mis de mesures. Là, la porte est ouverte. Là, techniquement, on regarde la CVE de la vulnérabilité technique, la Common Vulnerability Exposure. On regarde qu'elle est, par exemple, 8 ou 10. Et bien, certainement, il va passer par là. La vraisemblance est plus haute. Donc, pour résumer, je peux me baser sur une des modèles de la Cyber Kill Chain. Pourquoi pas Mitre? Pourquoi pas Mitre? Je peux me baser sur ça. Et je dois évaluer la vraisemblance. Pour évaluer la vraisemblance, je vais regarder, bon, Mitre, si vous regardez Mitre, on a beaucoup plus d'étapes et on a beaucoup plus d'actions. Vous pouvez aller sur le site et vous pouvez voir tout ça. Je ne suis pas assez compétent dans le domaine, hein. C'est les jeunes qui s'occupent de ça. Donc là, regardez, il y a une phase de reconnaissance externe, OSINT ou autre. Il y a une première pénétration. Il y a une élévation de privilèges et une expansion dans le système d'information. Il y a l'exploitation. Et bien, je regarde, en fonction de chaque chemin, quelles sont les actions élémentaires, quelle est la difficulté de chaque action élémentaire, quelle est la probabilité de chaque action élémentaire, et je définis une vraisemblance. Une fois pour un chemin stratégique, pour un chemin d'attaque d'un scénario stratégique, j'ai les modes opératoires, je retiens celui qui a la plus haute vraisemblance. Donc, j'aurai maintenant le niveau de gravité, le niveau de vraisemblance. J'ai les constitutions de risque. Le risque, c'est en fonction d'un niveau de gravité et d'un niveau de vraisemblance, j'aurai la criticité de risque. Et il ne faut pas en faire trop pour qu'on puisse être agile et pour qu'on puisse évaluer ces risques, c'est-à-dire prioriser ces scénarios par le plus critique au moins critique et passer à la phase du traitement. Maintenant, aussi ici, on peut traiter. Ça va nous donner les vulnérabilités, surtout les vulnérabilités techniques. On peut commencer à patcher tout de suite. Donc, atelier 1, on a traité
dans le socle de sécurité les écarts. Atelier 3, nous avons traité le niveau de menace des parties prenantes. Atelier 4, nous avons traité les vulnérabilités techniques. Quoi de plus beau? Atelier 5, dédié au traitement. Donc, l'atelier 5, on va regarder ce qui a été traité dans le socle, ce qui est traité dans le niveau de menace et ce qui est traité sur les vulnérabilités techniques ici. Et on passe à l'atelier 5. Qu'est-ce que vous avez comme question? Question de Madame Marie. Oui, Marie, je t'écoute. Si certains experts de l'atelier X15 ne sont pas disponibles, faut-il repousser l'atelier? C'est la première partie de la question. J'ai pas compris. Quoi? Voilà, je vois qu'elle a écrit. Si certains experts de l'atelier A à 5 ne sont pas disponibles, faut-il repousser l'atelier? L'ordre de l'atelier n'est pas obligatoire. L'ordre de l'atelier n'est pas obligatoire. Peut-on envisager de préparer l'atelier avec un groupe d'experts, puis le même atelier avec d'autres? Ah ah, c'est ce que je fais. Mais fais attention, Marie, ça coûte trop cher. Regardez, Marie, ce qu'elle a dit. Marie, tu fais quoi? Toi, tu es RSSI? Tu fais quoi dans la vie? Tu es RSSI, je suis sûr. Ou tu es risk manager. Tu es RSSI ou risk manager? Voilà. Je vous ai dit parce que j'ai occupé le poste de RSSI 17 ans. Ce qu'elle a dit est très intelligent. Ce qu'elle a dit est très intelligent et je le fais. C'est-à-dire quoi? À un moment donné, j'ai besoin de deux visions offensives. Tiens, les experts ici, dites-moi comment vous attaquez et comment vous auriez votre objectif visé. Il va me dire, moi, à travers ta et ta et ta. À travers ça et ça et ça. Et je regarde d'autres experts qui ne connaissent pas les premiers. Je leur dis, comment vous faites? Ou bien ça va converger avec eux, ou bien ça va diverger. Si ça converge, c'est bingo. Mais ça coûte cher. On le fait vraiment là où les enjeux sont très énormes et où l'organisation est très sensible. Oui, c'est ce qu'on doit faire et c'est ce que je fais et ça me coûte cher. Autre question. Faisal. Les scénarios opérationnels techniques. Ah, Faisal. Faisal de l'INSA de Marrakech. Tu es dans le master protection des données à caractère personnel ou non? C'est ça, Faisal? Ok, bienvenue, Faisal. Bienvenue, Faisal. Donc, Faisal, Faisal, on a une équipe à Marrakech qui est excellente. On les salue tous. Vraiment, c'est des personnes de qualité, soft skills, compétences techniques, tout ce que vous voulez. Et vraiment, je suis fier de vous tous. C'est un master que je vous conseille à vous tous. C'est un master qui se fait à Marrakech et qui se fait à distance sur la protection des données à un prix très accessible. Le responsable de ce master, c'est un ami qui est très connu dans le domaine. C'est M. Anas Aboul Kalam que je le salue à l'occasion. Et que vous soyez dans le monde entier, je vous conseille quand même de vous inscrire à ce master parce qu'il y a les meilleurs intervenants dans ce master et vous avez vraiment un master qui est très bien conçu. Donc, on aura des très grandes compétences suite à ce master. Et je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun intérêt, je fais la promotion parce que j'y crois. Donc, si j'ai bien compris, l'atelier numéro 4 est dédié pour la construction des scénarios techniques, oui. Donc, à votre avis, quelle est la méthode ou le moyen pour atteindre cet objectif? Voilà. Écoute, euh, Faisal, ici, moi personnellement, je n'ai pas assez de compétences pour mener l'atelier 4. Ici, il faut sous-traiter. Pourquoi pas à toi demain? Pourquoi pas toi demain, après que tu fasses, parce que vous avez fait pas mal de modules sur Kali, entre autres, sur la scan des vulnérabilités, etc. Peut-être vous allez le faire. Ici, c'est un hacker avec sa vision offensive, il va venir, il va scanner tous les biens supports, il va regarder les applications, il va regarder les équipements, il va identifier les failles et les vulnérabilités et il va dire, moi, je veux attaquer cette valeur métier de cette manière. Vous voyez? S'il n'a pas les compétences, il ne sait pas le faire. On va le faire au pif. OK? Dans les pays anglo-saxons, il y a plutôt Octave.
il y a plutôt Octave. Fais attention, fais attention, les méthodes d'analyse de risque comme EBIOS ou autres, ce sont des vecteurs d'influence. C'est-à-dire il y a de la politique qui entre dedans. Donc les Anglais, ce n'est pas de leur intérêt de faire de la promotion à une méthode franco-française. Sachant que, et je suis responsable de ce que je veux vous raconter maintenant, hein, de toute façon c'est enregistré. Une fois dans notre vie, la norme ISO 27005-2022 s'est inspirée de la méthode EBIOS. C'est une fois dans la vie. Normalement, la norme implique une méthode. La norme ISO 27005-2022 s'est inspirée de la méthode EBIOS-RM. La méthode EBIOS-RM a été dévoilée en février 2018 lors des assises de Monaco. La norme ISO 27005-2022, il est sorti, si je me rappelle bien, en février 2022. Et si vous regardez les annexes et les tableaux de la norme ISO 27005-2022, il a pris de la méthode EBIOS-RM. Et je suis responsable de ce que je vous dis et allez voir, allez regarder la norme. Donc, la norme, normalement, c'est international. Vous voyez, la méthode, elle est plutôt nationale. La norme est plutôt conceptuelle. Il va répondre à la question quoi faire et pourquoi faire. La méthode, elle va dire comment faire. Eh bien, la méthode des BioCRM, c'est comme il disait un de nos collègues, c'est la vie. Okay? Donc, non, il n'utilise pas, mais pas parce qu'elle ne fait pas l'affaire, parce qu'ils veulent utiliser ce qui est national chez eux. Okay? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Maintenant, on va passer à l'atelier traitement de risque. Traitement de risque, là aussi, il y aura la direction. Hein. Il y aura la direction. Donc, l'atelier 1, il y a la direction, les métiers, le RSSI, le risk manager, parfois le DPO. Hein. Parfois, le DPO, il est là. Atelier 5, on a la direction, on a le RSSI, le risk manager. Atelier 4, il n'y a que les techniciens. Bon, les autres peuvent être là, mais honnêtement, on ne va pas faire l'affaire parce que c'est une affaire des techniciens. Et l'atelier 3, la direction n'a pas à être là parce qu'il n'y a pas de décision à prendre. Okay? Et après, on partage, bien sûr, et on échange et avec les métiers, avec la direction, avec tous les responsables de traitement. Donc, ici, direction est là pour prendre la décision. Le RSSI est là avec le risk manager. Ils vont évaluer, entre autres, les mesures qu'on va mettre en place. Et on va sortir ici ce qu'on appelle un plan de traitement de risque. Faites attention. On disait avant mars 2024 un PAX. On parlait du PAX, plan d'amélioration continue de sécurité. Une fois qu'on a fait la révision de la méthode des BioCRM en mars 2024, on s'est aligné sur le vocabulaire de la norme ISO 27005. La norme ISO 27005, il parle d'un PTR, d'un plan de traitement de risque. Donc maintenant, on ne dit plus PAX, on dit un plan de traitement de risque. C'était entre parenthèses. C'est la même chose, hein, c'est le vocabulaire qui a changé. Donc ici, on va faire entrer les scénarios de risque avec ceux qui ont le niveau de gravité le plus haut, avec ceux qui ont le niveau de vraisemblance plus haut, et on va prioriser jusqu'au plus bas. Pourquoi? Pour commencer à les traiter. On a intérêt ici, lorsqu'on va les traiter, à penser 360 degrés. Donc là, on a priorisé les risques, c'est-à-dire on a évalué les risques, de plus critiques en moins critiques, et on va les passer dans une machine de traitement de risque. Il n'a pas parlé de ça, voilà, c'est ça. Regardez ici, donc on a ici, en fonction de gravité, en fonction de vraisemblance, on a des risques en rouge là, dans la zone rouge, il ne faut aucun risque qui soit situé ici. On a traité, lorsqu'on a traité, c'est-à-dire on a mis en place des mesures. Les mesures ont des types et ont des fonctions. Les mesures peuvent être de type technique. Les mesures peuvent être de type organisationnel. Lorsque je dis organisationnel, ils peuvent être managériales ou administratifs. Administratifs, ils sont liés à la structure de l'entreprise. Managériales, ils sont liés à des personnes. Ils peuvent être physiques et ils peuvent être juridiques. Okay? Ils peuvent être légales. Donc, c'est les types de mesures. J'essaie de voir comment je peux dispatcher tous ces types de mesures. Plus les fonctions de mesure. Les fonctions de mesure, pour quoi faire? Pour être et dans la prévention des mesures préventives et dans la détection et la réaction, les mesures détectives et protectrices et
dans la résilience, les mesures correctives. Donc, vous voyez, je regarde 360 degrés et je travaille avec des types de mesures et des fonctions de mesure différentes. Là, on voit quand même, donc une fois que nous avons traité, c'est-à-dire on a mis des mesures. Par exemple, la mesure de chiffrement. La mesure de chiffrement, c'est une mesure de type technique et de fonction préventive. Mettre en place une politique de sécurité des systèmes d'information, c'est une mesure de type organisationnel ou, si vous voulez, administratif parce qu'il est lié à la structure de l'entreprise, plus préventif. On peut mettre en place des outils SIEM ou des IDS. Ce sont plutôt des mesures de détection technique. Donc, leur fonction, c'est plutôt la détection et la réaction. Antivirus, aussi détection et réaction. On peut mettre des mesures de résilience. Si je prépare un plan de continuité d'activité, c'est une mesure préventive organisationnelle ou administrative, si vous voulez. Si je lance un plan de continuité d'activité, c'est une mesure plutôt de résilience, de correction et en même temps organisationnelle. Et je fais des retours d'expérience. Si je mène une enquête, si je mène l'enquête informatique, et j'en fais pas mal, si je mène une enquête informatique pendant un incident, je suis plus sur la détection et la protection. C'est ce qu'on appelle une enquête à chaud. Mais je peux mener l'enquête après l'incident. C'est une enquête à froid. Pendant l'incident, cette enquête peut être technique, légale, en même temps protectrice, à froid. Elle est légale, technique, et elle peut être à ce moment-là plus pour les retours d'expérience. Okay? Donc, j'essaie de piocher entre tout ça et bien évidemment, j'essaie de regarder le coût, la complexité de plan d'action que je veux mettre en place. C'est-à-dire, je me rappelle très bien, la première leçon que j'ai eue dans ma vie dans la cybersécurité, il y a plus que 30 ans, je suis vieux, hein, vous voyez, ben, j'ai vieilli, c'était de regarder le coût-bénéfice. J'ai un actif qui coûte 10 euros, je ne veux pas le protéger avec 20 euros, même pas avec 7 euros. Si je veux le protéger avec 7 euros, je préfère prendre le risque au lieu de réduire le risque. Et peut-être ce risque, si je le prends, devient une opportunité et le risque ne devient pas un incident. Donc, il faut faire très attention sur le coût-bénéfice de toutes les mesures, sur la complexité de ces mesures, comment je veux suivre ces mesures. Et bien évidemment, j'aurai des risques résiduels. Ces risques résiduels, je dois l'approuver. La direction, elle va approuver ces risques résiduels. Ils vont être documentés. Et on va surveiller même ces risques parce qu'ils peuvent changer. En tout cas, toute l'analyse de risque est dynamique. Donc, l'analyse de risque se fait dans un planning. En général, les scénarios opérationnels, je peux les voir tous les ans. Et les scénarios stratégiques, je peux les revoir tous les 3 ans. Sauf si j'ai un événement grave qui est venu, par exemple, je ne sais pas, une décision stratégique qui a impacté de plein fouet le système d'information, et ben à ce moment-là, le délai tombe. Ou j'ai fait une fusion de deux entités, peut-être le délai tombe. Donc, l'approbation de risque résiduel et le suivi de risque, il y a un comité sécurité, hein, il y a un comité sécurité ou comité risque, c'est obligatoire. D'ailleurs, c'est bien énoncé dans la 27002, dans toutes les étapes de l'appréciation de risque. Et voilà, on a terminé une itération assez rapide. La deuxième, je sors un rapport, je sors des livrables, la direction voit quelque chose qui tient bon, et bien là, ils vont dire, le mec, quand même, vaut le coup que les TGM que je lui paye. À ce moment-là, tu peux proposer une deuxième itération où tu seras plus à l'aise et tu peux élargir un peu le périmètre et un peu zoomer sur tout ce que nous avons fait dans tous les ateliers. Sur ce, si vous avez des questions, vous me les posez. Vous avez une synthèse de la méthode EBIOS RM, voyez. Donc, la conclusion EBIOS est toujours aussi flexible. Une boîte à outils en fonction de l'objectif. Elle est pragmatique, cette version. Elle va à l'essentiel. Un véritable outil de risk manager, en fait, requiert certaines expertises, plusieurs types d'intervenants. Il y a des outils qui sont développés. Il y a un outil que j'adore qui est fait par une entreprise qui s'appelle All4Tech. Il y a un autre outil qui s'appelle Egeri et plein d'autres que je ne les connais pas qui vont assister la méthode EBIOS-RM. Donc, EBIOS-RM
elle était développée par l'ANSI. Sur les slides, il y a pas mal de liens vers l'ANSI. Sur le slide aussi, il y a pas mal de liens vers le club EBIOS dont je fais partie, dont vous pouvez aussi faire partie. Et c'est une méthode où il y a des échanges, où il y a des mises à jour, où il y a de la surveillance et où il y a bien évidemment une valeur ajoutée pour toutes les personnes qui travaillent dans cette méthode. Maintenant, j'ai synthétisé. Si vous avez des questions, avant qu'on aille manger, allez, posez-moi les questions. Si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent se faire certifier avec EBIOS RM, ils peuvent me contacter. Donc, nous proposons des formations qui sont très accessibles avec des certifications reconnues à l'international, hein, avec le PECB ou autres. Donc, n'hésitez pas. Et je pense parmi vous, il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà sollicité. Les diapos, vous allez les avoir très bientôt. Il y a des personnes qui travaillent sur ces diapos qui vont vous l'envoyer. Et même l'enregistrement vidéo, vous allez l'avoir. Je donne mon consentement pour que vous accédez aux vidéos. Et bien sûr, écoute, Christophe. Christophe, on a encore besoin de beaucoup d'incidents pour que la direction se réveille. Hélas, hein, hélas. La sensibilisation ne marche pas. Par contre, les incidents réveillent la direction. Ali, a-t-il une documentation à suivre pour réussir l'analyse de risque avec EBIOS? Écoute, oui, il y a sur le site de l'ANSI, il y a pas mal de documents. Il y a des certificateurs aussi, comme le Professional Education Certification Board, qui a une super bonne documentation avec des accès pour passer à la certification à prix très accessible. Maya, Maya, s'il te plaît, j'ai pas compris ta question. Quelle sera la différence dans la méthodologie EBIOS-RM entre les produits on run et les produits... Maya, si tu peux reformuler ta question. Et Marie, écoute, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour juger un produit. All for Tech, il a ses avantages et Egeri, il a ses avantages. Maintenant, moi, personnellement, mais ça ne regarde que moi, je suis plus à l'aise avec All for Tech. Tu vois? Tu veux faire avec des fichiers Excel, c'est pas mieux. Certainement, c'est pas mieux. Certainement, c'est pas. Tu peux le faire avec des fichiers Excel. Egeri, c'est excellent. All4Tech, c'est excellent, mais c'est subjectif. Il y a des personnes qui préfèrent Egeri, il y a des personnes qui préfèrent All4Tech. Moi, je suis parmi les gens qui préfèrent All4Tech. Hein? Avec plaisir, Lamine. Euh, la gouvernance, le GRC, c'est-à-dire la gouvernance risque et conformité, je n'ai pas compris ta question. Peut-être on va les laisser les gens parler parce que je ne comprends pas les questions. On va laisser déjà, il y a une personne qui a posé une question tout à l'heure qu'on va lui répondre et après on répond à la mine. Euh, Maya, est-ce que tu peux poser la question pour que je comprenne verbalement, s'il te plaît? Oui, alors ma question c'était en fait, est-ce qu'on adopte la même méthodologie quand les produits ou les projets sont déjà développés? Ou bien, parce que vous savez, il y a deux thématiques. Ou bien c'est un projet déjà fait, donc là, Mm, on refait une analyse, ou bien c'est un projet en cours de développement. mm, mm. Donc, est-ce qu'on adopte la même méthodologie, les mêmes ateliers entre donc les deux Oui, types? oui, oui. Je vais te dire quelque chose. Avant tout, les études ont démontré les études ont démontré que ça va coûter beaucoup plus cher de mener cette analyse de risque sur quelque chose qui est existant, qui est en production, que lorsqu'on va faire quelque chose en amont. C'est-à-dire, on va essayer de s'occuper de cette partie sécurité à la phase de la conception et pas une fois qu'on a mis la production. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la méthodologie est la même.
mais cela dépend, c'est quoi l'objectif. Par exemple, supposons que toi, tu es dans le cadre du PIA, l'article 35 du RGPD. Qu'est-ce qu'ils disent? Privacy Impact Assessment. Il te dit, fais attention, s'il y a un traitement à risque, eh ben, il faut faire une étude de ce risque avant de le lancer. À ce moment-là, supposons on est dans ce cas de figure, je peux utiliser EBIOS-RM, mais par contre, je mets l'accent dans mes études sur les actifs qui sont des DCP, des données à caractère personnel. Les DCP, ce sont des données qui identifient une personne directement ou indirectement. Et je mets l'accent sur les personnes physiques lors du traitement de leurs données, comme un bien en support. Et je prends aussi les biens en support qui sont le système d'information. Et je mène cette étude avant de lancer le projet, mais je peux utiliser EBIOS-RM sans aucun problème. Tu vois? Mais je module en fonction de l'objectif sur quoi je veux focaliser. Par exemple, comme je t'ai dit, dans le PA, je regarde juste les actifs qui me relient à une personne. Et je regarde les personnes physiques et les systèmes d'information dans lesquels se traitent juste ces DCP. Donc, le périmètre, je dois le moduler. Maya, est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, ça répond parfaitement. Merci. Voilà, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe la main à ma collègue Lamia. Lamia, peut-être tu prends la suite sur le truc. Donc, Euh, tac. Ma question, vous l'avez oubliée. Quelle question? Excuse-moi, chef. Excuse-moi, je m'excuse. Dis-moi, c'était quoi ta question? En fait, je demandais au vu d'experts dans l'acronyme GRC, gouvernance, risque et conformité. En fait, je voulais juste avoir une définition claire de la partie gouvernance dans cet acronyme-là. Je t'assure que je n'ai pas capté. Je suis un peu fatigué. J'ai passé une journée en train de donner une formation ISO 27001. L'auditeur, c'était la dernière journée. Je suis un peu fatigué. Tu répètes, s'il te plaît? En fait, je demandais une explication, ouais, une définition assez claire de la partie GRC, Ok, ok. particulièrement la gouvernance. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Merci. Excuse-moi, Lamine, je n'ai pas fait attention. C'est la Non, fatigue, ça va. cher ami. Merci. Ceux qui vont s'impliquer dans la GRC, quelles sont leurs tâches et quelles sont leurs missions? Écoutez, dans la GRC, déjà, gouvernance, risque et conformité. La première compétence qu'on demande, c'est l'analyse de risque. Analyse de risque, ISO 27005 ou EBIOS-RM si on est en France, ou n'importe quelle autre méthode reproductible. C'est quoi une méthode reproductible? Une méthode reproductible, c'est une méthode que si toi, tu vas aller gérer les risques dans un contexte et moi que je ne te connais pas, je gère le risque dans le même contexte, elle va me donner des résultats cohérents et valides. Ça, c'est la première chose. Donc, elle doit suivre l'ISO 27005. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on parle de la conformité, il faut avoir des compétences NIS 2 qui va être transcrit, je pense, au mois d'avril. DORA qui va venir très bientôt. RGPD. Et en fonction du contexte, peut-être RGS ou autre. Donc, tout ce qui est lié à la conformité, c'est large et il faut avoir des compétences dans ce domaine. Tu n'es pas à être un juriste ou un avocat. Si tu es un juriste et un avocat, tu as un avantage, tu vois. Donc ça, tout ce qui est référentiel, les référentiels du NIST. Les référentiels du NIST peuvent être exigés dans un milieu bancaire. Souvent, les banques prennent comme exigence dans le référentiel tout ce qui est inspiré du NIST. Je vous conseille les spéciales publications 800 et les spéciales publications 1800. Concentrez-vous sur la 800 et la 1800. Après, en fonction de votre besoin, vous regardez la 53, vous regardez la 39, vous regardez la 121. Ça, c'est en fonction de votre besoin. Il y a sur l'analyse de risque, il y a sur les mesures, il y a tout. C'est très large. Et après, bien sûr, lorsqu'on parle de la gouvernance, c'est occuper un métier où tu peux influencer, tu peux organiser et influencer les décisions stratégiques. Et c'est pourquoi maintenant, un RSSI évolue vers directeur cyber. Donc, il se trouve un peu plus proche de la direction. Je ne peux pas dire qu'il est décideur, mais vraiment, il a un poids dans la décision.
Donc, gouvernance, risque et conformité impliquent des grandes compétences, avant tout des soft skills, des qualités interpersonnelles, de la bienveillance, du bon sens, de la pédagogie, de la coordination. Ça, c'est la base, plus des compétences fonctionnelles. Pourquoi pas la norme ISO 27001? Pourquoi pas le CISSP? Pourquoi pas la norme ISO 27032 qui m'a épaté? Et puis, des compétences dans l'analyse de risque, et puis quelques compétences dans toutes les réglementations, pas toutes les réglementations, dans quelques réglementations qui ont un champ d'application très large. Par exemple, RGPD, NIS 2, elle va avoir un large spectre et bien d'autres en fonction de la mission de l'entreprise, ou c'est une collectivité, ou c'est un opérateur à importance vitale, ou quoi. Okay? Ça dépend de ça sur lequel elle est soumise. Donc, celui qui veut faire de la GRC, je le conseille, avant de commencer la GRC, de faire une couche technique. Faire une couche technique, comme ça, lorsqu'il va prendre par la suite des décisions sur des solutions qu'il va mettre en place, il va faire un benchmarking. Au moins, il comprend de quoi il s'agit avant de prendre la décision. Bon, il va prendre la décision sur un benchmarking et il va être bien sûr approuvé par la direction. Mais au moins, ça sera bien éclairé. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça va. Merci beaucoup, Jamal. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, je ne sais pas si Lamia a prévu de dire autre chose ou pas. Oui, alors merci Jamel. Merci à tous et à toutes pour votre participation. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site web ou à nous contacter directement par téléphone. À bientôt. Et je veux juste ajouter un message pour vous tous, très rapide. On a une pénurie de compétences. On a une pénurie de compétences. Ne regardez pas ce qui se passe sur LinkedIn, parce que lorsqu'on regarde LinkedIn, on croit que tout le monde est expert, mais on est très loin de là. C'est-à-dire, tu regardes LinkedIn, tu dis qu'on a des millions d'experts. Mais sur ces millions d'experts, ça se compte, les vrais experts. Donc, n'hésitez pas d'aller dans ce domaine. N'hésitez pas de nous solliciter, pas forcément pour que on vous dispense une formation ou un conseil ou autre, pour prendre un avis, pour prendre quelque chose, juste un service gratuit, pour qu'on vous dirige, pour qu'on vous coach, pas forcément pour qu'on vous vende quelque chose. N'hésitez pas de le faire. Et on a besoin des compétences. La cybercriminalité, elle est en expansion. L'arrivée de l'intelligence artificielle rend les choses beaucoup plus difficiles. Et les soldats qui sont là ne sont pas nombreux, ils ne sont pas bien armés, ils n'ont pas vraiment des compétences assez matures. Les systèmes d'information ont évolué d'une manière exponentielle très rapide. La sécurité n'a pas évolué de la même manière et à la même vitesse. Donc, les défis actuels, on les perd. L'attaquant, il est souvent pas sanctionné. Il attaque quand il veut, avec l'arme qu'il veut, et nous, on est plus dans une vision défensive. On n'a pas le droit de riposte. On a le droit juste d'être dans la défensive. Donc, nous avons besoin des compétences. Si vous avez besoin d'une formation, bienvenue. Vous me contactez et je peux vous guider. Si vous voulez que nous, on vous dispose d'une formation, que ce soit dans la partie technique, il y a un chef de projet qui s'en occupe sur toute la partie EC Council, ou que ce soit dans la partie risque, gouvernance, ou la partie conformité, il y a Shaima qui est la responsable, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Allez, au revoir à vous tous.